Bonjour Philippe. Bonjour Monica. Bonjour Shema. Bonjour Philippe. Bonjour Monica. Bonjour Shema. Salut. Bonjour Philippe. Shema, bienvenue au podcast. Merci. Toi, aujourd'hui, t'es notre invité. À ce que je sache, oui. Ouais, t'es sûr? Est-ce que t'es arrivé avec un sujet au moins? Bien sûr, un sujet qui est très très intéressant en plus. De quoi tu vas parler? Aujourd'hui, je vais parler des immigrations des jeunes. Oh, OK. Moi, je vais parler de l'anxiété, chers auditeurs et auditrices, et comment un petit peu le soulager. Pour les jeunes, pour les adultes, un peu pour tout le monde. Et toi, Monica? Et moi, je vais parler des projets d'avenir pour les jeunes du secondaire, cégep et université. Oh wow, j'ai l'impression que tout le monde est venu prêt. Hein? Yes. Ouais. J'adore. Podcast, 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 By the way, j'existe aussi. Hein. C'est quoi que tu voulais traiter dans l'immigration spécifiquement? Je suis venue spécialement aujourd'hui pour parler de mon expérience personnelle parce que je sais que moi, l'expérience que j'ai passée, il y en aura plein qui l'ont passée. Et je voulais parler aussi de qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour dépasser cette étape parce que quand même, c'est une étape qui est grande dans la vie des gens. Ouais, Surtout les jeunes. Au Oui. moins, un adulte, il est conscient que il vient, il change de pays. Ouais, ça peut se préparer mentalement. il peut se préparer. Exactement. OK. Un enfant qui vient, ben pas forcément un enfant, que ce soit un enfant, jeune ado, quoi que ce soit, quand il quitte son pays maman pour aller habiter dans un autre pays totalement étranger, c'est un autre feeling. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même entourage. C'est sûr que tu n'auras pas tous les habitudes que tu avais avant. Du coup, c'est un processus quand même physique, psychique, que l'enfant il traverse avec la présence de ses parents, ainsi que tout seul. Et le problème que la plupart Des gens vivent? exactement ça ce que je voulais dire, c'est que la plupart des ados, les jeunes, les enfants, ils traversent cette étape tout seuls, Ah ouais, Parce OK. que toi, tu l'as traversée toute seule. justement. C'était quoi ton expérience? Moi, j'ai quitté mon pays à l'âge de 16 ans. OK. Dans ma tête, c'était pour un vacances, pour une petite durée. Après ça, on retourne au Maroc. OK. Je n'étais pas trop consciente de la situation, ou comment ça va se dérouler, comment ça va se faire en fait. Du coup, à mon arrivée ici, je vois que ma mère est en train de m'inscrire à une autre école, sachant qu'il reste 3 mois, puis l'école va finir. Là, je suis comme, déjà c'était pas pour une vacance. C'était pas pour les vacances. Je vois que tu es en train de m'inscrire comme le lendemain, j'ai un examen avec la CSDM. Oh! Exactement. Je n'étais ni prête, ni rien du tout. Ma mère avait déjà tout préparé. Elle croyait que moi, je suis au courant, alors que absolument pas. Mais est-ce que, avant de venir, tu avais pas eu le temps tes parents n'avaient pas eu le temps de te parler, de te mettre un peu au jus de la situation, te dire, Shema, regarde un voyage, on part s'installer? Il faut savoir aussi que ma mère était là depuis 2008. C'est moi qui est nouvelle, qui vient d'arriver. OK, d'accord. Du coup, comment ça s'est passé dans mon cas, c'est que le moment que j'ai eu mon visa, c'était en une semaine, tout a changé. En une semaine, j'ai eu le visa. Moi, j'ai cru que c'est bon, je vais venir ici. tu Ouais, vois. c'est comme plus tes amis, plus ta famille. Là, c'est comme, t'as ta mère. Exactement. Du coup, tu pensais que tu partais passer les vacances chez ta mère vu que ça faisait un bout de temps que vous n'êtes pas vus. Exactement. Moi, j'ai cru Ok. que ça allait être des vacances de longue durée, mais pas d'une façon définitive. Dans ma tête, c'était pas un déménagement qu'on fait. C'est quoi les obstacles que tu as rencontrés? L'obstacle que j'ai rencontré, c'était plus par rapport à la langue. Parce qu'il faut savoir aussi que ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Oh, OK. C'est ma deuxième langue, que malheureusement, c'était pas vraiment genre, un point fort dans mon école. Dans le tout, genre, je parle de primaire, je parle de collège, je parle de lycée aussi, parce qu'il faut savoir aussi que j'étais au lycée. La langue française était toujours une langue étrangère pour moi et je n'étais pas à l'aise, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. C'est quoi ta langue maternelle? Arabe. OK. Je parle arabe et l'obstacle que j'ai trouvé ici, c'était plus par rapport à l'accent des Québécois.
Oh! Je te comprends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que à chaque fois que je laisse mon chant, j'adore la rama. Ah ben... Parce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je te comprends parce que moi, à peu près comme toi, moi, je suis arrivée quand j'avais 11 ans. Et ce qui est bien, c'est que je suis arrivée, j'étais en 6e année, 6e année primaire, mais l'accent, c'était très dur. Heureusement, j'avais une amie française qui, elle aussi, elle venait d'arriver. Et vu que moi, heureusement, ma langue maternelle, c'est le français. Enfin, la première langue de mon pays, c'est le français. Donc, avec mon amie française, on se comprenait. Mais c'est des fois, même la prof, elle va parler, on est comme, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vrai que la langue, quand tu viens d'arriver, tu es jeune et tu comprends pas, ça peut être un obstacle aussi. En plus, l'accent, c'est vraiment... Exactement, c'était vraiment dur. Parce que là, c'est comme... Toi, est-ce que ta langue maternelle, c'était le français quand même? Oui. Ok, d'accord. Puis, moi, ce n'était pas le cas. Moi, c'est arabe. Fait que là, tu as tout l'alphabet, l'accent, la langue. J'avais la base. La culture aussi. Bah oui. Est-ce que, puis la question s'adresse à vous deux, est-ce qu'il y avait des facilités, au contraire, des trucs que vous avez dit, ah, ça va peut-être être compliqué ou ça a été plus facile que qu'est-ce que vous croyez? Pour de vrai, moi, je ne me suis pas détachée de ma culture pour m'adapter à la culture ici. Okay. J'ai gardé les deux. Je me suis adaptée avec les deux. Bon, vu que je suis venue avec ma culture, puis on a toujours les mêmes habitudes à la maison. Ouais. Et aussi, j'ai réussi à m'intégrer dans la société québécoise. Du coup, moi, je n'ai pas trouvé un obstacle par rapport à la culture, par rapport à les traditions, par rapport à la religion. OK, fait que c'est quand même assez facile. Exactement. Moi, l'obstacle que j'ai trouvé, c'était plus par rapport à certaines personnes dans l'entourage et par rapport à l'école. OK. Moi, de mon côté, je veux dire que c'était plus facile pour moi de m'adapter. Quand je l'ai dit, quand je suis arrivée, j'avais 11 ans. Donc, j'ai fait ma 6e année primaire ici. Et ce qui était bien, c'est qu'au primaire, c'était quand même une petite école primaire. Donc, tout le monde savait que Monica, elle vient d'arriver. Tout le monde était un peu gentil. La nouvelle fille. Oui, la nouvelle fille. C'est vrai que j'ai eu de l'intimidation, mais je l'ai vite arrêtée. Et au secondaire, vu que c'est des gens avec qui j'ai fait mon primaire, donc c'est arrivé au secondaire, j'étais déjà adaptée. Et vu que j'étais jeune, je ne veux pas dire que je n'avais pas la culture de chez moi. Enfin, j'avais une base de la culture de chez moi, mais je peux dire que j'ai grandi dans la culture québécoise parce que j'ai fait comme mon adolescence ici, j'ai tout connu ici, donc c'était facile. Et à un moment, j'étais rentrée moi aussi dans l'accent québécois. C'est comme, moi aussi je parle québécois, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Mais je pense que pour moi, ça a été plus facile parce que j'ai l'impression que plus tu viens jeune, plus tu as la facilité à t'adapter. Et toi, comme tu as dit, tu es venue, tu avais 16 ans, tu avais déjà fréquenté, il y avait déjà la culture qui était imprégnée, tout ça. Je comprends un peu ta difficulté. Exactement. Et à mon arrivée, je suis allée à une école secondaire où il y avait classe d'accueil. Et c'est là que je peux dire qu'il y a un peu de cauchemar qui a commencé à... OK. Exactement. Les gens réalisent le rêve. Moi, je réalise un cauchemar. Ah ouais, OK. Comment est-ce que tu peux expliquer c'était comment le cauchemar? Premier cauchemar, c'était j'arrive dans une école secondaire, tout le monde est grand. Tout le monde avait mon âge et tout, tu vois. Okay. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était pas tout le monde qui était là pour te montrer qu'on est là avec toi et tout. Sachant qu'ils savent que tu es nouvelle. Ils savent que tu es nouvelle, ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont venir pour te voir si tu es bien, tu n'es pas bien. Non, si c'est ça, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas... Exactement. Mais c'est parce que les gangs, à cette époque-là, ça s'est déjà formé. Exactement, ouais, tu viens... La petite nouvelle. Exactement, ouais, je connais des gens. Ben, aujourd'hui, j'ai des amis, merci. Ils t'ont bien accueilli? Oui, vraiment. Okay. Là, je me sens chez moi. Là, je peux plus me plaindre. Là, je me sens vraiment chez moi. Okay. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que les gens, ils étaient amis depuis primaire. C'était dans le même quartier. Ils étaient dans le... Il y avait des regroupements, puis il y a un qui connaît l'autre, il y a la famille qui connaît l'autre, et il y avait moi toute seule. Du coup, j'étais comme, je vais pas rester dans mon coin, je vais aller faire ma sociable avec eux aussi. Il y avait toujours des rejetés. Tu vois, et je le voyais. Et moi, autant que personne, dans ma personne, je me connais moi-même. Je ne suis pas le genre de personne qui va forcer une relation d'amitié. Du coup, je suis restée pendant 3 ans. Je n'osais pas aller voir les gens. Et les gens n'osaient pas venir me voir. Oh là, okay, donc c'était un peu dans une solitude. Exactement. Okay. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas juste moi qui était dans mon coin. Il y avait d'autres personnes aussi. Puis on se voyait, puis on sait que chacun est dans son coin. Parce que ce n'est pas question de peur d'aller parler les gens, mais t'as pas envie de te faire rejeter. Ok, donc parce que tu dis, je peux dire que arriver à un niveau, quand tu arrives, tu es jeune,
tu as peur d'être rejeté par les autres. Peut-être parce qu'ils ne Exactement. connaissent pas peut-être ta culture, tu as peur qu'ils ne t'acceptent pas comme tu es. Exactement. Ok. C'est vraiment ça. Puis aussi, bon, l'intimidation, c'est partout. Hein. Ils vont t'intimider par rapport à ton accent, Oui. N'importe quelle Par excuse est bonne pour rapport, intimider à cet âge. par rapport En fait, à ton pour- accent, par rapport à ton français n'est pas aussi bonne que eux. Ouais. Par rapport, des fois, tu vois, tu as l'habitude de t'habiller d'une façon, puis comme tu gardes la même façon de comment tu t'habilles, tu viens à un autre pays qui ne s'habille pas de la même façon que toi. Oui. Exactement. Ben, tu es là, tu te fais intimider par ton propre style, quoi. C'est drôle parce que quand tu y réfléchis plus tard, c'est comme quand on est jeune, on fait ça pour se rassurer, pour se dire qu'on est bon ou qu'on est meilleur que l'autre, alors que ben toi, tu as déjà une culture, tu es en train de t'adapter à une deuxième. C'est comme tu as un bagage plus riche que ces jeunes-là, en fait, en tout cas plus différent, plus diversifié, j'ai l'impression. Fait que c'est pas en tant que tel de définir qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est moins bien, mais c'est comme toi, tu t'attaques à un gros défi qu'eux, ils n'ont pas du tout à vivre. Puis, exactement ça. C'est vraiment ça. C'est la même chose pour toi, Monica? Non, comme je l'ai dit, moi, c'était facile à m'adapter. Ouais, moi aussi, c'était Je facile à suis m'adapter. quelqu'un. Philippe, tu n'as jamais quitté le Canada. Hey, là, quand je suis arrivé au Canada, là, à 0 ans, c'était pas facile. Là. Ouais. Je connaissais rien de rien. J'ai appris une langue, là. Apparemment, c'est le français. On peut tomber sur pêche, j'imagine. Là. Oui. Non, mais en fait, je pense que de ce côté, l'expérience de chaque personne est différente. Mais on peut se rejoindre sur un point, c'est, enfin pas la peur, c'est le rejet. Parce que je veux te dire, quand je suis arrivée, c'était aussi le rejet à cause de mon accent, comme je t'ai dit, à cause de ma façon de m'habiller. Et c'est comme, oui, il y avait quoi? Il y avait 2 Noirs dans ma classe ou 3, mais ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Et j'étais celle qui venait de l'Afrique. C'est comme, enfin, c'est compliqué, mais c'est ça. Oui, et pas juste ça seulement, parce que des fois, il y en a qui se croient drôles, là, puis ils veulent faire une blague pour se démarquer des autres. Il est là à dire vous avez de l'électricité? Est-ce que vous avez de l'eau? C'est comme quand tu demandes à un Canadien, est-ce que vous vivez dans les igloos? Est-ce que tu... Exactement. Ouais, Est-ce que c'est tu la même préfères les pertinence, chameaux, là. tu préfères les voitures? Les chameaux, franchement. Alors là, je pense aussi, il faut savoir s'imposer. Je ne veux pas s'imposer vrai. dans la violence, mais quand tu arrives et que tu vois que il y a des gens qui sont solitaires de base. Mais toi, tu es quelqu'un de sociable. Et rester 3 ans de ton côté, juste comme ça, être seul, c'est pas bien. Parce que tu as sûrement traversé des trucs compliqués. Si tu étais en classe d'accueil, tu as besoin d'avoir des amis quand même pour te soutenir. Alors, je dis, tu t'imposes. Tu vois? Ouais, Enfin, c'est vrai. Tu as peut-être peur tu as peur du rejet, mais tant que tu vas pas partir, tu vas pas savoir si on va te rejeter ou non. Donc ça, c'est si un grand... Je te comprends. c'est ça, tu Je vois. te comprends. Et aussi, par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que vous avez peut-être des types, quelque chose que vous voyez qu'on peut faire peut-être pour améliorer ça pour les jeunes qui viennent d'arriver, qui ont des difficultés avec des amis, qui ont la peur du rejet? Je sais même qu'il y a des jeunes, leur façon de parler, on se moque d'eux à l'école à cause de leur façon de parler. Vraiment. Est-ce que vous avez des solutions, je vais mettre entre guillemets, pour ça? Quand j'étais à mon école secondaire, mon ancienne école secondaire, où il y avait la classe d'accueil, on avait une prof parce qu'il faut savoir que la classe d'accueil, c'est des degrés. OK. C'est des degrés, et moi, j'étais dans l'avancée. J'étais quand même dans l'avancée, hein, c'est un flex. Félicitations. Hein. Félicitations! Désolé. À Moi, il n'y en mon avait juste arrivée, pas parce que j'étais naturellement né dedans. Du coup, il faut savoir aussi qu'on fait plusieurs activités. On nous fait visiter le Montréal. OK? Oui, on nous fait visiter le Montréal. C'est nice, ça. Vraiment, vraiment. J'aurais aimé être en classe d'accueil juste pour ça. J'ai trop aimé. Pour de vrai, c'était une période non seulement pour améliorer mon français, mais aussi pour découvrir comme où je vais vivre. Et j'ai trop aimé. Il y avait une seule prof qui avait un système d'éducation différent des autres. Je parle toujours entre parenthèses, classe d'accueil. Je parle toujours des profs classe d'accueil. C'était une personne qui, pas forcée, mais qui ramenait, comme on va dire, les autres qui sont dans les classes régulières et les fait intégrer dans nos classes d'accueil. Oh, OK. Fait que là, ça s'est Exactement. inversé. Et là, elle disait, vous aurez des points, vous aurez des avantages. Ça dépend de tous les avantages qu'ils peuvent avoir à l'école.
Ouais, c'est ça, parce que là, c'est comme les classes normales, en tout cas canadiennes, c'est juste des Canadiens qui sont là. Mais vous, dans les classes d'accueil, c'est pas seulement des Marocains, c'est aussi des Arabes, des Noirs, etc. C'est comme il y a toutes les nationalités qui sont là. Et tu vas trouver des clans. On va dire que... Oh, dans les classes d'accueil? Oui. Il y avait des clans. Où j'étais là, puis il y avait une copine à moi aussi, parce que je me suis fait copine avec une Marocaine aussi. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a des clans. Parce qu'on dirait qu'ils vont se mettre amis juste entre eux. Avec ceux de leur même pays. Exactement. Il y avait des Latinos avec nous, il y avait des gens qui viennent de l'Angleterre, il y avait des gens qui viennent du Moyen-Orient. C'était un mélange de Syriens, Égyptiens et tout. Bon, il y avait eux qui se parlent de la même langue, ils sont entre eux. Il y avait nous, entre nous, il y avait les Latinos entre eux. Tu vas jamais entendre une personne dans classe d'accueil qui parle le français. Tout le monde parle sa langue. C'est comme vous êtes là pour apprendre le français, mais vous parlez vos langues. Exactement. Du coup, la prof, elle faisait quoi? C'est que, on va dire qu'on finissait à 3 heures, il reste 1 heure de récupération. Ben, elle allait faire le tour dans l'école. Puis il demande, elle dit, ben voilà, il y a un nouveau groupe dans classe d'accueil. Si jamais vous voulez venir, vous êtes bienvenus et tout. Puis il y avait des gens qui voulaient. Justement, c'est juste, en fait, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas peur, mais c'est pas l'envie de te faire rejeter. Par contre, il y a des gens que, s'il y a un intermédiaire entre vous, ça va se passer comme il faut. Bien, facile, efficace. Du coup, cette prof était toujours l'intermédiaire entre les jeunes qui sont dans classe d'accueil et les jeunes qui sont dans les classes régulières. Elle allait les chercher, puis elle nous amène. On reste 1 heure ensemble et on se parle entre nous. Du coup, tu vas toujours trouver des gens de classe d'accueil qui sont quand même mixtes avec des gens de classe régulière. Par contre, c'était la seule qui faisait ça. En parlant de ça, comme dans mon école secondaire aussi, on avait des classes d'accueil. Enfin, j'en connaissais certains parce que, à cause des clans, parce qu'ils étaient congolais comme moi. Donc, quand c'est un Congolais, c'est sûr, on va se connaître. Mais ce que tu dis, c'est tellement important parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes qui étaient en classe d'accueil restaient entre eux, les jeunes qui étaient en classe d'accueil. Mais le problème, c'est que vu qu'ils ont besoin d'apprendre le français, juste pour l'améliorer, s'ils restent juste entre eux, il n'y aura pas de progrès vraiment remarquable, je peux dire. Ils ont besoin de se mélanger. Mais comme tu l'as dit, c'était vraiment les clans. Et chez nous, c'était... on ne parlait pas aux gens de classe d'accueil et c'était vraiment compliqué. Et même moi, ça c'est triste, mais même quand je partais voir ces jeunes-là que je disais que je connaissais parce qu'ils étaient congolais, je ne parlais pas français avec eux, je parlais comme ma langue natale et tout, donc le lingala, mais comme ça, ne les aidait pas aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voir qu'il y a des jeunes qui restent plus longtemps dans les classes d'accueil parce qu'ils ne pratiquent pas le français partout. Exactement. Parce qu'on va aussi prendre un point dans le sens que vous venez à l'école, dans les classes d'accueil, vous parlez le français. Mais si vous partez à la maison on parle espagnol, à la maison on parle ukrainien ou on parle russe, à la maison on parle lingala. C'est comme, ça veut dire que vous parlez français que pendant les heures de cours et dès que vous sortez, vous repartez dans votre langue maternelle et ça n'aide pas à apprendre le français parce que on le sait, pour toutes les langues, pour l'apprendre, il faut le pratiquer. C'est une immersion, non? Ouais. OK. C'est ça. Du coup, la prof, c'était la seule qui faisait cette initiative parce que les autres, ils venaient pour faire leur travail, puis après ça, ils bougent. Du coup, the first tip pour aider les gens qui viennent d'arriver, parce que quelqu'un qui vient à un pays qu'il ne connaît vraiment pas, on ne sait pas c'était quoi sa situation avant et sa situation après. Du coup, pour l'aider à s'intégrer, commençons par chez nous. Je conseille les parents fortement. De faire inscrire les enfants dans des centres, des centres de jeunesse, des endroits où il peut avoir des contacts avec d'autres personnes à l'extérieur de chez lui, parce que ça sera vraiment important et ça va l'aider beaucoup. Oui, c'est vrai. Sinon, l'enfant il va juste développer une anxiété, parce qu'il va se retrouver tout seul. Un stress, une phobie. Parce que j'ai connu des gens là, quand j'étais en classe d'accueil, il y avait un gars qui vient d'arriver. Et le problème, c'est que c'était un gars qui était turc et ne parlait pas français ni anglais. Le niveau pour parler avec lui, juste pour avoir une communication, c'était trop dur. Et le problème, c'est que même les gens dans la classe d'accueil, il n'y avait pas tout le monde qui parlait. Il n'y avait juste pas. Il sait que quand ça sonne, c'est l'heure de dîner. Quand ça sonne, c'est l'heure d'entrer. Il y avait zéro moyen pour faire un contact.
Je ne sais même pas comment il était à l'école. Je pense qu'il était fort niveau écrit, mais niveau communication, c'était dur pour lui. C'est ça. Si tu viens qu'à l'école, tu communiques à l'extérieur, tu n'as pas de personne avec qui communiquer, c'est très compliqué. Mais en parlant d'anxiété, est-ce que tu trouves que c'est un peu relié à ce que tu voulais nous parler de l'anxiété chez les jeunes? Est-ce que tu penses que ça peut être un facteur d'anxiété? Je dirais que c'est quand même un grand facteur d'anxiété. Vous avez quand même posé un bon gros contexte. Et aujourd'hui, c'est comme... Ça fait 7 ans, je pense, que tu es arrivé. Comment est-ce que tu trouves ça aujourd'hui? C'est quoi que tu as appris de tout ça au final? Ce que j'ai appris à être patiente. J'ai appris à être à l'écoute des gens. Avoir de l'empathie? L'empathie, c'est quelque chose de naturel dans la personne. C'est pas de l'empathie. Si t'es pas empathique, t'es pas empathique. On vous conseille d'aller voir un docteur si vous avez discuté à éprouver de l'empathie, là, franchement. C'est en secondaire 3. Moi, j'avais une belle élève dans notre classe. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble, fait on avait déjà nos gangs. On nous l'a présenté, on nous a dit qu'elle était nouvelle et qu'il fallait bien accueillir. Personne s'est levé. On s'en allait faire un travail d'équipe, personne s'est levé. Le pire que tu peux faire, c'est de laisser cristalliser les peurs de la personne. Elle, l'empathie, pense à ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Si toi, tu étais tout seul, est-ce que tu aimerais ça que tu connais personne? Tu sais pas si c'est des amis, si c'est des bonnes personnes ou pas. Fait que je suis le seul qui s'est levé tout de suite, immédiatement. Puis j'ai proposé de rejoindre mon groupe. C'est qu'on était juste des gars, c'est la seule fille. Je me disais comme, OK, ça se peut que ce soit un petit peu gênant, mais c'est comme, je préférais ça déjà au moins, de l'introduire, puis de lui laisser juste une chance. Au final, on n'a pas été vraiment tant amis que ça, mais... mais au moins, tu as fait le premier pas. Oui, c'est ça, au moins un premier pas, puis après, elle a pu se faire amie avec d'autres personnes dans la classe, puis elle a pu mieux s'intégrer, mais si on lui laisse même pas une chance, si on n'a pas l'empathie de au moins faire le premier pas pour quelqu'un qui connaît pas du tout, puis elle parlait français, puis elle était blanche puis tout, là, il y avait même pas cette différence-là culturelle en tant que telle, elle était québécoise aussi. C'est comme juste faire le premier pas, avoir de l'empathie. Je pense que c'est un des bons points qui va aider beaucoup. Du coup, je pense aussi qu'en parlant de ce côté-là, côté immigration et école, du coup, je pense que notre sujet, c'est plus immigration et école, l'adaptation des élèves à l'école. Donc, comme Sheima l'a dit, il faut vraiment inscrire les jeunes dans des activités où ils pourront être en contact avec d'autres cultures, avec d'autres jeunes. Parce que quand tu immigres, tu viens de ton pays, tu viens ici et que tu es juste à la maison avec... Enfin, c'est bien avec les parents, mais juste avec les parents de la même culture que toi, tu ne peux pas apprendre davantage sur d'autres cultures. Et ça fait que tu te renfermes sur toi-même. Et ça peut même créer des préjugés sur certaines choses. Donc, je pense que, et comme on l'a dit la dernière fois, activité parascolaire aussi, ça peut aider. Partir juste dans un centre de loisirs, ça peut aider. Faire des activités, ça peut aider. Donc, c'est que ne laissons pas les jeunes être tout seuls dans leur coin. Et aussi, les parents, il faut parler avec les jeunes. Tu sais, quand vous avez un projet de voyage, vous savez que vous allez voyager, je pense que c'est vrai que si l'enfant a 2 ans, on ne va pas l'expliquer. Mais si l'enfant a comme 10 ans, à partir de 10 ans, tu peux faire asseoir l'enfant, dire à l'enfant, regarde, on va partir dans tel pays, c'est un nouveau départ, on va devoir s'adapter à certaines choses. Comme, tu vois, pour que l'enfant, moi, même s'il n'aura pas totalement la conscience, mais que dans sa tête, il doit savoir que je vais changer d'environnement. Justement, tout ça, ça crée vraiment l'anxiété chez une personne. Admettons, le même cas chez Emma. Imaginez maintenant, c'est vous, la personne qui est dans la nouvelle classe, qui est amie avec personne. Tu te fais littéralement lancer toute seule. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir pour te proposer d'être dans son équipe ou pas, ou pour devenir ton ami. Ou peut-être que pendant 3 ans, tu vas rester tout seul. Ça peut susciter beaucoup d'anxiété, on est d'accord? Est-ce que ça peut susciter d'autres émotions? Le stress. Le stress, la phobie des gens. Extrêmement. Ça peut même créer, je sais pas, la dépression aussi. Oui. Parce que si tu es juste toute seule, ça peut créer aussi la dépression. Fait que c'est quoi tous les facteurs qui peuvent causer toutes ces émotions? Ça peut être des facteurs biologiques, des déséquilibres hormonaux, des personnes qui ne se sentent pas dans leur peau, d'être une femme, ça peut être de devenir de son culture, l'immigration, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des facteurs biologiques, parce qu'on sait qu'il y a des personnes, c'est biologique, c'est dans les gènes, mais il y a la solitude. Il ne faut pas oublier que la solitude... C'est un truc psychologique. C'est un facteur, pardon. Oui, facteur psychologique aussi. Oui, je pense que... Parce que la solitude aussi, ça fait partie d'un des grands facteurs qui poussent les gens à stresser, à être anxieux,
à être en dépression juste parce qu'ils se sentent seuls ou parce qu'ils se sentent exclus. Et comme tu l'as dit, il y a des facteurs psychologiques. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Il y a des gens qui se sentent rejetés. Il y a beaucoup de facteurs. Ça peut être avec les expériences passées, les tempéraments, les comportements. Oui, les traumas qui peuvent contribuer au développement d'anxiété. Ouais. Mais aussi les facteurs environnementaux, comme vous avez dit, le stress, le changement de vie important. Quand lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on pensait qu'on était là en vacances. Ah non, finalement, je suis là peut-être pour le reste de ma vie. L'exposition à des situations menaçantes, lorsqu'on se fait rentrer dans une classe. Ça peut tout déclencher et exacerber l'anxiété. Il y a tous ces facteurs, il y a toutes ces causes. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour traiter ça, soulager ça? Pas forcément l'éliminer parce que l'anxiété, c'est nécessaire à notre survie. De base, lorsqu'on était encore des chasseurs-cueilleurs, c'est ce qu'on utilisait pour avoir l'appréhension puis être capable de se préparer par rapport aux ennemis naturels, etc. Mais là, on est dans une société, normalement, il n'y a pas un mammouth qui va venir me chasser demain matin. Fait que moi, je vais essayer d'aller chasser, mais je pense pas que j'en trouverai vite. Fait que ce serait quoi pour vous des moyens qui peuvent soulager cette anxiété-là, que vous avez appris depuis votre arrivée, qui vous aide au quotidien? Un conseil d'or, si vous ne vous sentez pas bien, gardez pas ça à l'intérieur. Parlez-en. Merci. Dès que tu gardes un minimum à l'intérieur de toi, tu vas pas le remarquer, mais on appelle ça une dépression silence. La dépression silence, elle tue la personne à l'intérieur plus qu'une dépression visible. Okay. Oui, quand tu as plusieurs problèmes, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. Tu es stressé, anxieux. Toutes les émotions, ils sont là, présents en même temps. Tu n'arrives juste pas à sortir un mot. Il faut savoir mettre les mots sur ce que tu ressens. Parce que aussi, des fois, moi, c'est ce que j'ai vécu. Des fois, il y a des dépressions silencieuses aussi. Des fois, il y a des gens, ils en parlent pas parce qu'ils ne savent pas mettre les mots sur ce qu'ils ressentent. Et c'est ce que j'avais. Comme je me sentais vraiment down au plus bas, mais je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Et quand on me disait, Monica, parle-en. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils sont en dépression, mais on vous dit d'en parler, mais on n'arrive pas à en parler parce qu'on ne sait pas pourquoi on est comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui nous pousse à être dépressif et on n'arrive pas à mettre les mots. Et moi, je pense qu'un conseil aussi, c'est juste faut te regarder à l'intérieur, genre toi-même, et essayer de mettre les mots sur ça et les écrire. Exactement. Je pense que les écrire sur une feuille, ça aide beaucoup parce que quand tu vas les voir comme ça, parce que tu peux les ressentir, mais comme tu les ressens, mais c'est pas présent. Mais quand tu mets les mots et que tu vas les voir, tu vas voir les mots que toi-même t'as écrits. C'est comme une libération. Et après là, comme on a dit, il faut en parler à un membre de la famille. Et même si un membre de la famille, ça va pas à un professionnel. Et des fois, on n'a pas besoin de voir des professionnels. Juste à son professeur, à son tuteur, à son surveillant. Oui. C'est vraiment comme de transcrire. Quelqu'un avec qui tu te sens bien, à sa présence. Un ami. N'importe qui, ça peut être ton chat. Au moins, t'as parlé. Mon escalier, j'aime beaucoup parler à mon escalier quand je suis dépressif. Et sérieusement, si vous avez des larmes à couler, faites-les couler. Pleurer, ça Gardez rien qui est trop lourd. Tu sens que c'est lourd sur ton cœur, tu le gardes pas. Il y a un truc que j'ai essayé. Crier. Crier. Dans un oreiller ou juste dans un oreiller. Je pense qu'à Montréal, ils vont appeler la police. Crie dans ton oreiller quand tu es dans ta chambre. Moi, quand je suis dans ma chambre et que je vois, je pleure. Des fois, les larmes ne suffisent pas. Il faut crier. Parce que des fois, la douleur, elle est juste coincée dans ta gorge. Et tu n'arrives pas à le faire sortir. Donc, tu dois juste crier. Crier dans une forêt, crier dans ton oreiller. Juste libérer ce que tu ressens. Parce que l'anxiété, c'est quelque chose de tellement sérieux. On ne s'en rend pas compte, mais ça touche la majorité de la population. Que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. L'anxiété est présente. Et c'est l'une des causes aussi des suicides. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut mettre les mots, ce que vous ressentez. Aussi, désolé, si jamais vous avez personne de votre entourage, il y a toujours des intervenants. Oui. Des intervenants sociaux, des psychologues. Vous n'êtes pas obligé d'aller payer une séance de $500. Vous avez juste à aller voir bien sûr, le CLSC gratuit de ton quartier. Tu peux aller voir. Des fois, il y a des services pour les jeunes. Je pense que c'est chaque mercredi. Tout dépend de les quartiers. Tu peux aller, tu demandes que tu as besoin de parler à quelqu'un. Ils vont te passer. Des associations à but non lucratif aussi, des centres d'aide à la réussite et au développement notamment. Il y a des affiches partout, dans tous les métros, dans tous les des transports, dans toutes les rues, dans tous les réels. Tu vas trouver une pancarte qui dit au moins, si tu as envie de parler, voilà le numéro. N'hésite pas. N'hésite pas. Et il faut savoir aussi que si tu racontes une histoire à un professionnel, tu ne vas pas le trouver demain sur TikTok. Ouais, exactement. Ça reste
Confidentiel. Confidentiel, ça reste confidentiel et ça va te soulager. Ça va te soulager. Fait que c'est beaucoup d'en parler, c'est d'avoir un soutien social, comme vous l'avez dit, de parler à des amis, de la famille, un groupe de soutien. Ça peut être aussi... Qu'est-ce que ça peut être aussi d'autre? C'est quoi? On en a parlé déjà. J'ai encore de l'anxiété. Ça me soulageait un petit peu, mais c'est pas suffisant encore. J'ai besoin d'autres choses. Changer d'air. Changer d'air. Il faut changer il d'air. Faut pas rester coincé contre le mur. Ça tue aussi. Et de nouvelles expériences. Exactement. Tu défies ton peur. Ouais. Si tu sais que tu as peur de sauter de 5 étages, tu vas le faire. Sauter de 5 étages. Mais si, exemple, moi, j'avais trop peur de la plage. Ouais. J'avais trop peur de la plage, j'avais trop peur de la mer. Tout ce qui était sable haut, je touchais pas. OK. Pour une raison X que j'ai pas envie d'en parler. C'est bien correct. Du coup, une fois, j'ai commencé à avoir l'audace de rester un peu devant la mer et tout. Et là, une fois, je disais à mon oncle qui était à côté de moi, j'ai dit, j'aimerais bien aller me baigner, mais j'ai trop peur. Mon oncle a fait quoi? Il m'a pris. Il t'a poussé. Il m'a jeté dans l'eau. Au début, j'étais en train de struggle. Il faut savoir que j'ai touché le sable dans l'eau, là. C'était même pas profond. Ah, OK. C'était même pas une piscine des enfants. C'était ça de mes pieds. Ouais. Et comme j'étais là en train de pleurer, en train de crier, au final, j'étais comme, mais voilà, je suis debout. Je vais pas mourir tout de suite. C'est bien. Et là, j'ai eu l'audace d'y aller. C'est très brise-glace, tout ça. Du coup, t'as juste à te mettre en défi. Si tu sais que t'as peur de quelque chose, va l'essayer. Fait que c'est autant les exercices physiques réguliers. Ça peut être quoi aussi? Une bonne alimentation. Bien manger, ça aide aussi. Manger sainement, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Même pas seulement, tu sais, c'est comme au fur et à mesure des années, des siècles, en fait, on a eu des carences alimentaires. Aujourd'hui, parfois, selon les gens, il y a des débalancements hormonaux parce qu'on mange pas on n'a pas tous les nutriments qui nous sont nécessaires pour nous. Par exemple, pour moi, je suis en carence d'oméga 3. Durant mes années secondaires, je devais en prendre des suppléments vitaminés, des ingrédients naturels qui ne causent pas de dépendance d'aucune manière, mais qui m'ont aidé ensuite à juste être plus alerte, à mieux comprendre, à mieux être à l'écoute. Le simple fait parfois de ne pas remplir ses besoins, ben tu peux pas t'aider toi-même si t'es pas capable, si tu peux même pas remplir tes besoins. Si t'as un mauvais sommeil, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Si tu peux pas bien manger, pas manger assez même, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile de réduire cette anxiété-là parce que tes besoins de base sont même pas remplis. Fait qu'il y a tout ça, il y a la médication, il y a aussi la réduction du stress et aussi les techniques de relaxation, désolé. Est-ce que vous faites le yoga, des exercices de respiration? Est-ce que vous en faites ou est-ce que vous en avez déjà fait? Je médite. Non, je me médite. Moi, je lis des livres. C'est ma safe place. Mais tu vois, comme chacun, il a sa boule, comme je disais. Il y en a qui ont dit, sortez de zone de confort. Mais en fait, il y en a qui savent pas que c'est juste la zone de confort qui te sauve du reste du monde. Du coup, forcez pas les gens à sortir de leur zone de confort. C'est bien des fois aller découvrir le monde, mais en même temps, c'est bien de retourner chez soi. Safe zone. C'est pour ça que ça s'appelle safe zone. La zone de confort. Tu te sens en paix. Exactement. Tu te sens toi-même. Deux fois, c'est vrai qu'il faut en sortir deux fois parce que ça peut aussi créer de l'anxiété. Juste une routine qui se répète toute ta vie. Oui, donc, mais safe zone, c'est important. Oui, il y a aussi la musique qui m'aide beaucoup, les sons. Oui. Il y a le top 5 des musiques qui peuvent aider à réduire l'anxiété. C'est la musique classique, évidemment, le jazz, le rock, le hip-hop, les chants de la nature. Moi, j'utilise l'application Calm. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour avoir des bons... le chant des oiseaux, la pluie, la plage. Il y en a plein de vidéos sur YouTube, les gars. N'hésitez pas d'aller écouter. Oui. Par contre, la musique classique me donne envie de dormir. C'est ça le but, en fait. Le but, c'est de se sentir calme. D'être capable de relaxer puis d'être moins anxieux face à la situation. Je pense pas que tu vas aller écouter du métal pour dormir. Pas forcément, mais des fois, ça peut justement aider à sortir un méchant, à crier, etc. C'est fou comment la vibration de chaque musique te fait sentir un sentiment différent. Exactement. Ouais. Il y a aussi l'ASMR, l'Autonomous Sensory Meridian Response. Fait que ça, c'est des vidéos sur YouTube ou même en podcast que tu peux écouter qui font des petits bruits pour t'aider. Parfois, on est plus... ça peut être des petits bruits de baguettes, ça peut être du tape que tu sors. Des fois, c'est un petit peu plus satisfaisant, un petit peu moins.
c'est à toi de découvrir qu'est-ce qui est important pour toi, cher auditeur, chère auditrice. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Et podcast, on avait dit... Moi, personnellement, quand je suis out, parce que je fais des crises de panique de temps en temps, quand je suis sur le point de faire une crise de panique, c'est la musique qui m'aide et c'est un artiste en particulier, c'est Ninho. J'ai une playlist spéciale crise de panique parce que je sais pas, c'est juste quand j'écoute les chansons et tout, ça me met off. Peut-être c'est juste un artiste que vous aimez qui vous aide à vous sentir mieux. Ouais. J'avais un frère, le XXXTentacion, quand il mettait sa chanson, il se sentait comme hyper bien et tout. Juste, en fait, découvrez ce qui vous fait sentir en paix. Exactement. Moi, je sais que quand j'écoute Ninho, je me fais sentir en paix. Même si je pleurais, je vais arrêter de pleurer. Découvrez ce qui vous fait sentir en paix. Ça peut être dessiner, ça peut être écrire, écouter de la musique, chanter, danser. Si vous avez encore besoin aussi d'autres choses, il y a des livres que vous pouvez consulter ou même des films. Récemment, il y a Inside Out 2 ou Sans dessus-dessous. Pour aller voir, il y a justement un nouveau personnage qui fait son arrivée dans le film, c'est l'anxiété. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu comment est-ce que la personne traite ça, comment est-ce que les émotions sont parlées. C'est très clair. C'est fait autant pour les jeunes que pour les adultes. Et tout ça, ça nous mène aussi, après avoir traité son anxiété, après être arrivé suite à une immigration qu'on vient de faire, après avoir subi toute cette anxiété-là, quel projet d'avenir est-ce qu'on peut avoir? Bon, en parlant des projets d'avenir, est-ce que vous savez que même penser juste de l'avenir, ça crée de l'anxiété et du stress? Ah ouais? Ben oui. Parce que déjà, quand on arrive en secondaire 4, déjà, il faut faire des choix de cours pour les cégep. Il faut travailler. Si, par exemple, tu vas aller en sciences humaines, tu dois bien travailler en français, en histoire, tu vas aller en sciences humaines. Si tu vas aller en sciences de la nature, tu dois avoir maths avancées, sciences avancées. Déjà, ça, c'est du stress. Et aussi... J'ai tellement d'anxiété pendant mes secondaires de mathématiques. Là. Oui, oh là là. Et donc, c'est comme... Et quand tu arrives en secondaire 5, c'est là que toute la pression arrive sur tes épaules. Parce que là, tu as les enseignants, tu dois t'inscrire au cégep avant les dates limites. Pour ceux qui sont au cégep pour aller à l'université, tu dois t'inscrire à l'université avant les dates limites. Et c'est comme, c'est trop de stress. Et des fois, j'ai l'impression que certaines personnes prennent des décisions à cause de la pression. Tellement la pression est forte. Et il sait qu'il doit choisir avant les dates limites. Il va dire, bon, je vais juste prendre sciences humaines sans avoir eu le temps de réfléchir pourquoi je prends sciences humaines. Par exemple, j'avais un point surtout que j'avais souligné, c'est on ne choisit pas quelque chose juste parce qu'on aime ça, ou juste parce que ça me plaît, ou juste parce que j'aurais le fun. Dans le monde actuel où on est, quand tu veux choisir quelque chose, il faut voir plus loin, il faut voir à l'avenir. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je voulais faire journalisme. Donc, j'étais à fond, je voulais vraiment faire journalisme. Tu te débrouilles pas mal. Merci. Et on me dit, oui, c'est vrai que tu te débrouilles pas mal, mais est-ce que plus tard, on aura toujours besoin de journalistes? Oui, on a toujours besoin de journalistes, excusez-moi, mais c'est comme, on a dit qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Donc là, c'est un peu l'offre et la demande, dans le sens qu'il y a tellement de journalistes qui sortent des études et les emplois, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui sont au chômage. Donc, par exemple, on sait qu'en ce moment, les métiers d'avenir, il y a l'informatique, on sait qu'il y a la médecine, on sait qu'il y a le droit, tout ça. Il ne faut pas juste partir dans ces métiers-là. Il y a le marketing, il y a beaucoup d'autres choses, mais il ne faut pas faire des choix juste parce que j'aime ça. Parce que tu peux aimer ça, mais à un moment, si ça ne paye pas bien, tu ne peux pas payer tes loyers à la fin du mois. C'est compliqué. Justement, c'est quoi les choix que tu as faits lorsque tu devais le faire? Je me souviens, c'était en secondaire. Au secondaire, il y avait la personne de l'orientation qui était là. OK, maintenant, choisis ton top 3 des carrières que tu veux faire. Puis j'étais comme, j'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo, moi. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie, tu sais. C'est quoi les choix que tu as fait, toi? Personnellement, pendant ma vie, j'étais très versatile. J'étais pas fixe. J'ai voulu devenir chirurgienne à cause de Grey's Anatomy. Après, j'ai compris que pour devenir chirurgienne, comme je l'ai dit, il fallait avoir des maths et des sciences avancées. Et je sais que j'étais pas bonne en maths. Donc, c'était comme, no way. Et j'ai toujours aimé le journalisme, j'ai toujours aimé écrire des livres, donc je voulais faire littérature et journalisme. Mais c'est comme ma famille était comme, non, famille africaine, non, ça c'est pas plus loin et tout. Et plus tard, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la politique. Et cette personne-là qui m'a donné l'envie de la politique, c'est ma tante, parce qu'elle est dans ce milieu-là et comme elle nous met un peu dans son milieu. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Et quand il a fallu que je choisisse à l'université, j'ai pris 3 programmes, parce qu'on a le droit de choisir en 3 programmes. J'ai pris littérature, sciences politiques et droit. Droit, oui, j'aime ça, mais on ne va pas se mentir, le droit, ça paye beaucoup. Donc, c'était quelque chose qui m'allait bien aussi. Et j'ai fait aussi des recherches par rapport à ça. Donc, j'ai fait des recherches en sciences politiques pour savoir dans quel domaine je pouvais travailler si j'ai un diplôme en sciences politiques. Je peux faire relations internationales, je peux devenir journaliste de guerre, tout ça, avec les sciences politiques. Je peux devenir diplomate. Donc, il y a beaucoup de choses. Et même en droit, il y a beaucoup d'autres filières. Ça ouvre beaucoup de portes. Oui. Et j'avais pris comme 3e choix, j'avais pris littérature. Et dans la littérature, j'ai appris aussi que je pouvais faire beaucoup de choses, et journalisme et communication. Donc, quand on choisit, j'ai choisi, c'est bien. Sheima, toi, comment tu as fait pour savoir où tu voulais aller? En fait, moi, depuis toujours, comme la moitié de ma famille est dans le milieu marketing, commerce et tout. Et je voyais le mode de vie. Le mode de vie, c'est quelque chose que moi, je veux avoir aussi. OK. Du coup, avant que je fasse mes cours, j'ai dû m'asseoir avec certains membres de ma famille et tout. Puis on a discuté. On m'a donné plusieurs options. On m'a donné plusieurs idées. On m'a donné beaucoup de conseils. Et du coup, ils étaient comme, est-ce que tu es sûr que c'est ça ce que tu veux? Parce qu'il faut savoir aussi, ça c'est aussi un petit conseil pour les parents, s'il vous plaît. Forcez pas les enfants à faire ce que vous voulez. De vivre à travers leurs enfants. Oui, tu laisses ton enfant choisir ce qu'il veut. OK. Ça aussi, parce que ça peut nuire à la vie de la personne. Puis étonnamment, c'est quand même plus versatile. Et, souvent, on prend quelque chose de très général, policier, le droit, plombier, etc. Mais après, c'est lorsque tu vois, puis que tu étayes, puis que tu vois aussi toutes les diversités, tous les domaines dans lesquels tu peux faire ça. C'est pas parce que tu choisis de faire du droit spécifiquement que ça va être du droit comme on en voit à la télé. Tu peux te spécialiser, tu peux te rapprocher des domaines que tu connais. Tu peux vraiment faire varier ça. Fait que peut-être pas juger trop vite les choix de carrière de vos enfants. Ça peut s'ajuster au fur et à mesure aussi. En fait, c'est ça. Moi, ma mère voulait que je fasse soins infirmiers. C'est comme, elle me disait, non, tu vas au cégep, tu fais 3 ans, tu vas devenir infirmière, ça paye bien. Mais comme c'est comme maman, j'ai peur du sang. J'ai peur de piquer les gens. Je suis quelqu'un de très émotif. J'ai peur. Et justement, on avait jugé mes choix de carrière parce que je faisais design mode et j'étais quand même assez douée dans ça. Okay. Et je voulais aller. Et mon père, mon père, il était en Afrique. Quand elle a dit, Monica, elle veut faire design mode, mon père, en Afrique, il dit, ah, ma fille veut devenir couturière. Je suis comme, mais design mode, c'est pas que de la couture. C'est très général. C'est ça, c'est quelque chose de grand. Quand j'ai dit que je voulais faire journalisme, pour eux, c'était je voulais parler à la télé. Ouais. Alors que le journalisme, il y a écrit un journaliste. Faire des articles. Il y a les enquêtes aussi quand tu es journaliste. Comme, pour eux, c'était soins infirmiers, médecins. Et c'est comme maintenant, même quand j'ai pris sciences politiques, c'est pas un monde, mais c'est comme, oui, mais pourquoi tu vas pas faire médecine? Mais comme, c'est pas mon domaine médecine. Et c'est juste actuellement, on voit même avec les podcasts qu'on fait avec Philippe, que mon père me dit, ah, mais Monica, finalement, t'es douée, hein? Pourquoi t'es pas partie faire communication? C'est comme, mais papa, tu voulais pas que je fasse communication. Mais franchement, t'aurais été si bonne là-dedans. Merci. Donc, c'est ça. Comme vous l'avez dit, juste laissez vos enfants décider. Il faut les conseiller parce qu'on est des enfants, on a besoin des conseils de nos parents, même si on fait les durs. Mais en même temps, tu es au cégep. Oui, mais tu sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais qu'est-ce que tu peux faire, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Mais tu as quand même besoin des conseils parce que tu peux savoir. Je veux te dire, il y a quelqu'un qui est à l'université. La personne a fait 2 ans d'université, donc première année, deuxième année. Et après, il dit, finalement, je n'aime pas mon programme. Ouais. Ou j'ai mal choisi. Au moins, tu peux t'assumer parce que là, c'est ton choix personnel. Parce que là, si c'était ton papa ou ton maman qui te dit fais ça et tu le fais et tu n'aimes pas, tu vas toujours le blâmer lui. Du coup, quand c'est ton choix personnel, au moins, tu n'es pas là à pleurer, mais tu l'assumes. Tu l'assumes parce que c'est toi, au final, qui as choisi ça. Mais on parle pour les jeunes qui sont au secondaire. Tu sais, ils ont besoin des conseils quand même. Comme toi, ce que tu as fait, c'est bien. Tu es parti demander conseil aux membres de ta famille. Exactement, il faut avoir de la conversation avec quelqu'un. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir de la conversation. Il ne faut pas dire fais ça, mais avoir une conversation. Demander par exemple pourquoi tu veux faire ça. Quels sont tes projets d'avenir avec ça? Est-ce que le domaine que tu veux faire, ça va bien payer? Est-ce que c'est un emploi, ça ne va pas être remplacé par les robots dans 10 ans? Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de choses à voir aussi. Et je pense que pour les jeunes, vraiment,
parlez-en aux gens. Même quand vous avez peur juste de choisir, ne faites pas des choix précipités. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tout notre temps, mais on n'a quand même pas tout notre temps aussi. Hein. Ça va faire 10 ans que je suis à l'école, je suis tannée de l'école. Donc, on doit avancer. Donc, faites pas des choix rapides. Après, pour arrêter, recommencer, arrêter, recommencer. Puis, n'hésitez pas aussi à explorer, ne serait-ce qu'en médecine. C'est comme dire de faire médecine, c'est très, très général. Tu peux devenir chirurgien généraliste, tu peux devenir vétérinaire, tu peux devenir dentiste en faisant médecine. Tu peux devenir infirmière de guerre, tu peux devenir médecin pour les enfants. Pour les enfants, pédiatre, podiatre, etc. Fait qu'il y a vraiment énormément de variétés. Si tu me dis juste médecine, c'est comme c'est bien beau, je sais c'est quoi les préjugés qu'on peut avoir de ça, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de moyens, etc. Mais c'est comme pas suffisant en tant que tel. C'est comme, n'hésitez pas à rechercher, à être précis. Vous voyez toutes les désolé, j'ai un petit peu perdu mon idée. Multi-choix. Ouais, c'est ça, des choix multiples qui s'offrent à vous, qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent vous permettre, soyez imaginatifs, regardez des films, regardez... Demandez à ChatGPT, il donne des bons conseils. Lisez des livres aussi. Informez-vous sur toutes les possibilités qu'il y a à propos de votre métier. C'est pas non plus aussi parce que vos parents vous mettent spécifiquement dans une case où ils vous disent tu dois faire cette carrière-là que vous pouvez pas l'ajuster peut-être à un domaine que vous préféreriez. Peut-être infirmière de camp de jour, c'est ça que tu as envie de faire. Tu peux toujours ajuster. Infirmière de la guerre. Il y a plein de sortes d'infirmières au monde. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment personnalisable. C'est pas parce qu'on vous dit que tu dois faire ou qu'on essaie de vous imposer un choix en tant que tel que c'est nécessaire absolument d'aller dans cette direction-là ou peut-être même que vous pouvez l'ajuster pour que ce soit tout à votre avantage. Aussi, j'ai un conseil à vous donner. C'est que si vous êtes intéressé par un métier, n'hésitez pas d'aller en parler à quelqu'un qui est professionnel dans ce métier-là. Oui. Une fois, je suis allée à Jean Coutu, puis il y avait une petite fille devant moi. Bon, je dis une petite fille par rapport à mon âge, mais elle a l'air d'une fille qui va finir secondaire bientôt. Ouais. Et j'étais derrière elle, puis elle était devant moi, puis je voyais que ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps. Au final, c'est l'infirmière qui est sortie, pas l'infirmière, pardon, la pharmacienne qui était à l'intérieur de la pharmacie. Et au final, elle est sortie pour lui donner plus de temps. Et selon ce que j'ai compris de leur conversation, c'est que la fille veut choisir pharmacienne. Okay. Elle ne savait pas à qui elle peut aller parler. Ben, elle a juste choisi le Jean Coutu et est allée parler avec la pharmacienne qui était là-bas. Et aussi, ce qui était apprécié aussi, ce que j'ai aimé de la scène que j'ai vue devant moi, c'est que la pharmacienne n'a pas hésité. Elle était là à lui donner les conseils et l'autre, elle notait. Puis comme, elle lui disait, moi, je suis allée à cette école, j'ai fait ça. Pour chercher un stage, je suis allée à voir cette personne. Comme... voir aussi c'est quoi le jour au jour. Hein? Au jour le jour, tu sais, c'est comme... Ils aiment ça quand tu les poses des questions sur leur métier. Ils trouvent ça. Donc, allez poser des questions. Allez poser des questions. N'hésitez pas. Même si tu ne connais pas la personne, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, la personne ne va pas te rejeter. La personne ne va pas te rejeter, puis on est en 2024, puis je vois que tout le monde devient gentil. Pas tout le monde. Tranquillement et sûrement. Non, mais sérieusement, pour les enfants qui sont un peu perdus par rapport à leur métier, parce que c'est quand même, on parle d'un avenir, on parle d'un futur, on parle d'une carrière. Mérite d'être enthousiasmé à propro de l'avenir. Pardon? D'avoir de l'enthousiasme à propos de l'avenir. C'est ça. D'être content, puis d'avoir envie de continuer, de ne pas avoir peur de l'avenir, mais plutôt de le prendre à part le corps. C'est vrai, c'est ça. Donc, Sheima, ton sujet aujourd'hui m'a beaucoup touchée parce que je me suis retrouvée dans ce que tu as dit. Merci. Philippe, toi aussi. Ouais, moi, je me retrouve beaucoup dans le sujet de l'immigration, évidemment. Parler avec les gens, puis écouter les gens, ça coûte rien. Oui. Ça coûte rien. Un petit moment, un petit 5 minutes de votre vie. Si vous avez besoin d'aide, il y a des services en ligne que vous pouvez appeler. Si vous avez de l'anxiété, n'hésitez pas à parler. Je pense qu'au quart de notre porte est toujours ouverte. Vous pouvez venir aussi parler ici. C'est un cadre professionnel, personne ne va aller parler. Vraiment, n'hésitez pas à parler. Si vous avez des problèmes pour vos choix d'avenir futur, parlez-en aux professionnels, parlez-en à vos enseignants, à vos parents, parlez-en à ChatGPT. Oui, informez-vous. Internet est une très bonne ressource pour ça. N'hésitez pas à corréler vos sources. Hein. Exactement. Donc, merci Sheima d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. Merci Monica. Vous avez la chance de partager C'était un plaisir. Merci Philippe. Merci à moi-même. On se voit la semaine prochaine.
Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.